Bonsoir à nouveau. Et je suis très content qu'on puisse continuer cette série de discussions autour de sujets de votation. Tout à l'heure, avant de démarrer, c'est toujours tordu, en tout cas pour le commun des mortels, de comprendre où est la question et à quelle question vraiment on va répondre. Du coup, le fait de faire ce genre d'exercice, c'est toujours important. Pour l'espace Dicken, le courrier, et je parle aussi pour l'association Nouvelle Perspective, pour nous, c'est des occasions de rencontrer un public que des fois on a de la peine à le trouver. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est très riche et merci d'être là, d'avoir répondu à l'appel. Et merci à nos deux, comment dirais-je, intervenantes, je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Merci à Sophie, voilà, de nous aider à avoir un peu plus clair dans cette histoire qui nous anime aujourd'hui. Merci. Bon débat. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci à nos deux invités aussi d'avoir répondu présente pour ce débat ce soir, que je me réjouis d'animer avec vous. L'idée, c'est que vous participiez aussi à la fin et que vous ayez l'occasion de poser vos questions. Et on va faire une première partie où on va parler de ces deux initiatives qui concernent donc les coûts de la santé et plus particulièrement les primes d'assurance maladie. C'est une des premières préoccupations en Suisse, les coûts de la santé. Et pour cause, en 2024, on a eu une hausse de 8,7% en moyenne en Suisse, 9,9% dans le canton de Vaud. Et donc le 9 juin, on va voter sur deux propositions, une du centre, une du Parti socialiste, qui visent à trouver des solutions pour faire face à l'explosion des coûts. Et donc, il y a l'initiative du Parti socialiste, donc c'est pour un plafonnement des primes à 10% du revenu, qui est défendu ici par Mathilde Mottet, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, en résumé, donc, l'idée, c'est que les assurés et les assurés ne consacrent pas plus de 10% de leurs revenus aux primes d'assurance maladie, comme c'est déjà le cas dans le canton de Vaud, ici. Et donc, selon cette initiative, ça doit être financé aux 2/3 par la Confédération. La deuxième initiative sur laquelle nous votons le 9 juin sur les coûts de la santé, c'est celle du Centre pour un frein aux coûts, qui sera défendue par Faustine Tsala ici, et donc qui vise à ce que l'augmentation des coûts des primes ne dépasse pas une certaine limite en fonction de l'évolution des salaires. Donc, en gros, elle ne doit pas dépasser de plus de 20% la croissance des salaires. Et là, c'est la Confédération qui est chargée de veiller à ce frein au coût et de prendre des mesures pour que cela reste dans les limites. Voilà, on va discuter ce soir de ces deux propositions, savoir s'il y a une bonne solution, si elles s'opposent ou non, c'est aussi une question. Et puis l'idée, c'est que vous fassiez une idée et que vous puissiez vous poser vos questions ensuite. Et donc, nous en parlons avec Faustine Tsala, qui est membre du Parti du Centre, qui est économiste, juriste et étudiante dans un master spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique et qui est particulièrement intéressée par des enjeux familiaux et économiques et qui exerce actuellement dans le secteur financier et qui défend donc le oui à l'initiative pour un frein aux coûts. Et avec Mathilde Mottet, qui est coprésidente des Femmes socialistes suisses, qui est valaisanne et habite à Berne. Et vous vous définissez comme militante féministe, anticapitaliste, antiraciste convaincue, qui s'engage pour un monde meilleur, où tout le monde peut vivre dans l'égalité et la liberté, indépendamment de son genre, de sa couleur de peau ou de son origine sociale. Et vous défendez le oui à l'initiative pour un plafonnement des primes à 10% du revenu. Je propose qu'on discute, que vous allez en discuter maintenant les deux, voilà, pour une première partie de 45 minutes et qu'ensuite je vous passe la parole au public pour vos questions. Vous avez un micro pour deux, ce que je trouve génial personnellement, parce que ça vous évite de vous couper la parole. Et voilà, ça cadre le débat. Non, mais... Et voilà, je ferai attention que vous puissiez vous passer le micro
toutes les deux. Donc, le plafonnement, on va commencer par le plafonnement des primes, la première, l'initiative socialiste. Mathilde Mottet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut plafonner les primes, pourquoi à 10% du revenu? Il est peut-être pas allumé, ouais. Voilà. La première raison pour laquelle je pense, et une grande partie de la gauche pense qu'il faut plafonner les primes d'assurance maladie, c'est parce qu'elles sont en train d'exploser. L'assurance maladie, elle est devenue obligatoire en 1996, et depuis 1996, les primes, elles ont plus que doublé. En pourcentage, c'est plus 156% d'augmentation des primes, alors que quand on regarde seulement les salaires, on a un plus 12%. Alors on a un vrai décalage entre l'augmentation des primes et puis l'augmentation des salaires. Et actuellement, les primes d'assurance maladie, c'est le seul impôt en Suisse qui n'est pas lié au revenu. Enfin, c'est un impôt par tête. Ça veut dire que si vous êtes Sergio Ermotti, le boss d'UBS, ou bien alors si vous êtes vendeuse à la Migros, eh bien vous allez payer à peu près les mêmes primes, suivant bien sûr les complémentaires que vous avez, etc. Mais en fonction de votre revenu, du coup c'est pas dépendant. Et en Suisse, on est le seul pays de de l'OCDE qui ne lie pas les coûts du coup de la santé aux revenus. Et du coup, le premier but, c'est de stopper cette explosion des primes en disant stop, il faut que ça arrête d'augmenter parce qu'on a besoin de soulager la population. Tu l'as dit, Sophie, les primes d'assurance maladie, le choc on parle d'un choc des primes à chaque automne. L'automne passé, c'était plus 8,7% pour un ménage, c'est énorme. Actuellement, un ménage, si on prend une famille de 4 personnes avec un enfant mineur et un enfant majeur, les primes, en moyenne, on est à 1300 francs par famille. Et ça, c'est des coûts qui pèsent très lourd sur beaucoup de familles, parce qu'on sait qu'on a presque une personne sur 10 qui vit dans la pauvreté en Suisse, et puis pourtant, elles doivent payer ces primes quand même. Et enfin, c'est aussi c'est nécessaire pour remettre le lobby pharmaceutique et le lobby des caisses maladie et des assurances maladie, le remettre à leur place et dire stop maintenant. Les coûts de la santé, cette augmentation des coûts de la santé, c'est aussi parce que le lobby pharmaceutique, c'est un des plus représentés au Parlement, et du coup ils défendent ces intérêts-là avec les médicaments qui sont beaucoup trop chers. Alors on va continuer à en parler, hein. Mais on a aussi les salaires des personnes, des médecins spécialistes, on a des doublons, on a un manque de transparence dans le financement, il y a plein de choses qui ne vont pas dans les coûts et qui sont aussi surtout dues au fait que les caisses d'assurance maladie, on a une soi-disant concurrence, mais en fait c'est plutôt un cartel, puisqu'elles décident de façon unilatérale d'augmenter les primes que la population doit payer. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin, je trouve, d'une limitation à 10%. C'est pour enfin soulager la population et introduire un financement solidaire de la santé et particulièrement des primes d'assurance maladie. Merci, Faucine Sala. Votre position à vous, c'est quoi sur cette initiative socialiste ? En fait, l'initiative, je comprends totalement ce que Mathilde a dit tout à l'heure. Moi, je partage ce point-là pour plusieurs raisons. D'une part, lorsque je vais au marché pour discuter avec la population, on a une culture d'aller au marché à Lausanne et rencontrer la population. On discute avec des personnes concernées, donc les retraités notamment, où tout le monde se plaint vraiment que les primes sont excessives, mais d'une part, les primes, quelqu'un a déjà sa franchise à 2500, le maximum, mais paye encore plus. Donc, je comprends, je suis totalement d'accord avec cette plainte-là, que je partage entièrement, parce que moi-même, je suis aussi concernée. Mais ce que je reproche un peu à l'initiative socialiste, c'est qu'elle ne va pas loin. Le projet est un peu, disons, léger. Parce que, OK, aujourd'hui, on peut accorder un peu plus de primes maladie, mais on sait statistiquement que depuis 2020, le nombre de personnes qui bénéficient des primes maladie diminue en fait en pourcentage. Et donc des subsides, vous voulez dire? Des subsides, merci. Donc diminue vraiment, donc de moins en moins de personnes sont bénéficiaires. Donc je trouve que cette initiative, elle ne va pas très loin. Aujourd'hui, on peut le faire, mais à un moment donné, on sera de nouveau rattrapé par
par la problématique. Donc, c'est vraiment un pansement qu'on peut poser. Donc, moi, je suis vraiment... c'est pour ça que je ne soutiens pas l'initiative. Oui, merci Mathilde Mottet. Il y a deux questions sur lesquelles j'ai envie de vous faire réagir. C'est cette question des subsides. Aujourd'hui, effectivement, tout le monde qui a droit ne bénéficie pas forcément des subsides. Est-ce qu'une telle initiative, comment est-ce que ça peut... Enfin, ces subsides, ils existent déjà aussi pour les personnes qui en ont besoin. Enfin, dans quelle mesure, en fait, cette initiative pourrait améliorer la situation? Ce que l'initiative, elle va faire, c'est du coup limiter les primes d'assurance maladie par personne à 10% du revenu disponible. Le revenu disponible, c'est le revenu qu'on a qui est imposable, ça veut dire une fois qu'on a enlevé les impôts et puis les coûts de la santé. Et du coup, ça va limiter à 10%. Et tout ce qui est au-dessus, pour les personnes concernées, ça va être pris en charge par 2/3 la Confédération et 1/3 les cantons, sous forme de réduction de primes. Et du coup, c'est une augmentation massive des réductions de primes d'assurance maladie dont les gens ont besoin aujourd'hui. Et en fait, on déplace le financement, la question du financement, puisque aujourd'hui, l'assurance maladie, enfin la santé, c'est surtout payé par les gens. Quand on regarde de manière, en comparaison européenne, au sein de l'Union européenne, normalement, partout dans tous les autres pays de l'Union européenne, il y a 80% des coûts de la santé qui sont pris en charge par les impôts et les cotisations salariales. Et chez nous, on est à 36%. Et quand on regarde même juste combien, en fonction du revenu disponible, on paye en Europe, on est le pays qui paye le plus pour la santé de sa poche propre en comparaison avec tous les autres pays. C'est 5,5% pour les chiffres. J'ai dit que je ne sortais pas trop de chiffres, mais bon, j'en ai préparé quand même. Du coup, je vous l'ai dit. Et du coup, on aura une augmentation massive des réductions de primes parce que, tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas des primes d'assurance maladie parce que depuis une dizaine d'années, les cantons ont réduit massivement, d'environ 30%, l'argent qu'ils allouent aux primes, aux réductions des primes d'assurance maladie. Et ce qu'ils font, de façon très cash, c'est des économies sur le dos des personnes, alors que il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Un autre chiffre encore, mais que je trouve hyper parlant. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes par année en Suisse qui sont envoyées aux poursuites par les caisses d'assurance maladie parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs primes? C'est 400 000 personnes. C'est 5% de la population suisse qui est poursuivie en justice chaque année parce qu'elle ne peut pas payer leurs primes. Et ça, je trouve que c'est juste un scandale. On est hyper fiers d'être en Suisse, on a un système de santé qui est fort, c'est juste. Mais le problème, c'est plus que les coûts, c'est vraiment la capacité de payer et le fait que les coûts, aujourd'hui, ils ne sont pas couverts de manière solidaire et c'est ça qu'on veut changer. Faustine Sala, qu'est-ce que vous en pensez justement de cet impôt qui est effectivement par tête et qu'on paye de la même manière, quels que soient les revenus? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice par rapport à ça que cette initiative pourrait permettre de régler? Une injustice, probablement qu'il y en a, mais pour les coûts de base, en fait, l'assurance obligatoire aux soins, la prime de base, en fait, il y a des règles, la loi, la législation qui est là, qui dit que chacun doit payer un certain montant, donc indépendamment du salaire de tout un chacun, de ce qu'on gagne. Après, le véritable problème, c'est pas les primes, c'est vraiment les coûts. Ce sont les coûts, c'est-à-dire que quand on va chez le médecin, certes que c'est vrai que c'est inacceptable de déjà payer un certain montant pour les primes et de repayer encore plus cher que ce qu'on devrait, donc je comprends totalement, mais cette initiative, comme je l'ai déjà dit, elle n'atteint pas vraiment le but visé, elle est vraiment pas là pour... elle va pas aussi loin qu'on le voudrait parce que c'est pas les primes le problème, ce sont les coûts. On en parlera. Oui, je sais que c'est un peu difficile pour vous deux de séparer les deux initiatives. L'idée, c'est que ce soit clair pour le public. Donc, effectivement, on parlera après de vos solutions tout à l'heure. Mais face à ça, justement, Mathilde Mottet, j'ai envie de vous faire réagir aussi. Cette initiative, effectivement, on ne fait que mettre un pansement entre guillemets, sur un problème. Ça ne règle pas les salaires faramineux de certains spécialistes ou les prix exorbitants de certains médicaments ou des pharmacies font des marges énormes. Finalement, pourquoi pas s'attaquer à la racine? Alors, un pansement, je trouve que ce n'est pas vraiment exact parce que ça va aider quand même un nombre
énorme de familles en Suisse. Enfin, c'est un pansement qui va quand même vachement soulager la population. Et puis ça va se sentir de façon très très réelle pour la population. Et moi, c'est pour ça que je fais de la politique, c'est pour aider la population. Alors c'est clair qu'on a besoin de voir les problèmes dans leur ensemble. Et du coup, par rapport à ça, encore une fois, on revient sur les coûts, mais je pense que l'introduction de cette initiative, elle va vraiment permettre, comme il y a 2/3 des coûts qui seront alloués, enfin qui devront être pris en charge par la Confédération, 1/3 par les cantons, ça va être une incitation pour la Confédération et pour les cantons à prendre des mesures concrètes pour réduire les coûts. Et moi, j'y crois. Bon, de un, ça va les inciter à peut-être accepter un petit peu moins le bullshit ou bien toutes les pressions de la pharma, puisqu'on aura une raison, parce qu'il y aura, justement, ce sera écrit dans la Constitution qu'on doit agir et qu'il y a cette limitation-là, et du coup, un mandat constitutionnel d'aider la population et du coup de réduire les coûts. Et du coup, moi, je suis persuadée que ça va être une incitation pour la Confédération de faire ça mieux. Et en plus, comme c'est la Confédération qui va prélever l'impôt et du coup qui va prendre en charge ces coûts-là et ces réductions des primes d'assurance maladie, ça veut dire que ça va être financé de manière beaucoup plus solidaire, puisque les impôts, autant communaux, cantonaux que fédéraux, sont progressifs. Et ça veut dire que plus vous êtes riche, plus vous contribuez. Et ça, du coup, ça veut dire que la santé va être financée de manière plus solidaire. Et je trouve que il est là aussi. Alors c'est clair, on est sur une histoire de dépenses et de coûts, et on va parler après des coûts, mais la question de la dépense et la question de quel est l'effet, qu'est-ce que veulent les gens actuellement. Je pense qu'ils veulent être soulagés, et plus que veulent, il y en a besoin de soulager la population actuellement, parce que c'est pas normal que 400 000 personnes soient envoyées aux poursuites chaque année parce qu'ils peuvent pas se permettre la santé. On sait qu'il y a eu un sondage il y a quelques années qui montrait qu'il y a 20% de la population qui refuse, qui ne va pas se faire soigner parce qu'elle n'a pas l'argent. 1 personne sur 5. Et quand on n'a pas l'argent pour se faire soigner, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une prime d'assurance, on prend une franchise haute à 2 500 francs. Mais si on n'a pas les 2 500 francs, tout d'un coup, s'il nous arrive un pépin, ou bien même si on doit aller chez le dentiste, si on a mal à un genou ou quoi que ce soit, on ne va pas le faire. Et on sait que la santé, elle est aussi directement liée au statut socio-économique, à combien d'argent vous avez dans le porte-monnaie. Et on le voit, les populations les plus pauvres, la part la plus pauvre de la population actuellement en Suisse, elle est en moins bonne santé que les personnes les plus riches. Et c'est justement pour ces personnes-là aussi qu'on fait de la politique. Et c'est pour ça qu'on doit aider cette partie de la population. Je vous fais réagir aussi sur cette question justement du renoncement aux soins, en fait, qui est une réalité. Les chiffres montrent qu'il y a un renoncement aux soins, et donc que tout le monde, avec ses primes et le système de franchise, ne va pas se faire soigner quand il ou elle en a besoin. Enfin, effectivement, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Je partage totalement cet argument, mais on est d'accord qu'il ne s'agit pas vraiment de la franchise. Enfin, c'est vraiment une question de coût, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment les coûts, c'est pas une question de prime ou autre, c'est vraiment une question de coût, et j'ai insisté là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas acceptable que, par exemple, pour le dentiste, où ce sont les mêmes gestes, les mêmes appareils, que les gens aillent peut-être se faire soigner à l'étranger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on réagisse, qu'on agisse et qu'on essaie de trouver une solution, ou plutôt qu'on trouve une solution à cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable, mais l'initiative proposée par le Parti socialiste n'attaque pas le problème à la racine. Je suis d'accord avec tous ces arguments-là, mais c'est vrai que je trouve que l'initiative ne va pas aussi loin que celle proposée par le centre. Mathilde Motet voulait réagir. Je veux juste préciser aussi que les soins dentaires ne sont pas pris en plus en compte dans la malle. Donc c'est encore des coûts qui se ajoutent en plus des primes et des coûts de quote-part, etc. Je vous laisse réagir. Moi, je trouverais chouette qu'on puisse, dans une initiative, régler tous les problèmes. Enfin, moi, je mettrais bien dans une initiative la révolution socialiste. Il n'y aurait pas de souci. Sauf qu'on est obligé actuellement d'avoir l'unité de la matière pour les initiatives constitutionnelles, les initiatives qu'on a le droit de faire. Et que tout d'un coup, si on a 2 sujets qui sont contradictoires, tout d'un coup, si la chancellerie elle dit non, vous ne pouvez pas attaquer d'un côté les primes et puis de l'autre côté les coûts, parce qu'on sait que les coûts de la santé, c'est quelque chose qui est très multifactoriel. Enfin, on aurait 1000 choses à faire. On parlait de la racine du problème, on va en parler un petit peu plus après aussi, parce que je crois qu'on n'est pas trop d'accord non plus là-dessus. Mais moi, je pense que
dire oui, ça va pas assez loin, c'est dommage de refuser une augmentation réelle pour le bien-être de la population sur la base seulement que ça va pas assez loin. Parce que je pense que la population aujourd'hui, vous lui donnez, alors on estime à 3,5 milliards, 5 milliards de coûts en effet pour la Confédération, mais si vous soulagez la population actuellement en leur disant demain, en fait en Suisse, il doit être possible pour toi de payer tes primes d'assurance maladie. La santé, c'est pas un privilège. Et c'est ça qu'elle dit, l'initiative. La santé, c'est pas un privilège. Et puis même si elle dit que la santé, c'est pas un privilège, et pas, mais d'ailleurs, il faut qu'on règle tous les problèmes qu'on a dans le système de santé, et ça, on le fera par la suite, et puis peut-être avec d'autres initiatives, ou bien avec d'autres changements de loi, etc. Mais je trouverais vraiment dommage de refuser une initiative qui soulage autant la population, qui stoppe cette explosion des primes sur la seule base que ça ne règle pas tous les problèmes. Et concernant les coûts, Faustine, ça là, je vous cède la parole. 3,5 à 5 milliards de francs. Pour vous, quelle est votre réaction par rapport à ces coûts de l'initiative ? Il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, on ne sait même pas comment est-ce qu'on va financer cette initiative. Donc, je vous laisserai après intervenir dans le public tout à l'heure. Elle passera, le financement de cette initiative passera sans doute par une augmentation d'impôts ou alors une coupe d'économie à quelque part. Donc, on sait très bien que pour trouver de l'argent, il y a une source, donc notamment les impôts, et c'est souvent c'est le premier point qu'on touche. Et en augmentant les impôts, c'est pas forcément dit que les personnes aujourd'hui qui bénéficient des primes vont continuer. On va certes augmenter le nombre de personnes qui bénéficient j'ai été perturbée par la réaction de la dame. Du coup. Donc vous parlez d'augmentation d'impôts, en fait. C'est ça que. Donc, je passe mon tour. Désolée. Oui, comment financer, Mathilde, ces 3,5 à 5 milliards, comment est-ce qu'on les finance? Est-ce qu'on monte les impôts? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'une augmentation... c'est pas encore défini, hein, ça doit être défini par le Parlement, ça doit être défini aussi selon les volontés du comité d'initiative. Mais je pense qu'une augmentation des impôts, c'est quelque chose qui est un petit peu inévitable. Alors, on parle soit d'une augmentation de l'impôt fédéral qui touche surtout les personnes les plus riches, surtout à partir de 100 000 francs d'impôts, de salaire annuel, de revenus annuels, ou bien alors une augmentation de la TVA. Alors ça, moi, je suis contre, parce que la TVA, c'est quelque chose de très antisocial, dans le sens que ça touche proportionnellement plus fort les populations les plus pauvres, aux revenus les plus bas, plutôt que les populations les plus riches qui, de toute façon, peuvent se permettre de payer un petit peu plus sur les biens de consommation. Mais c'est une histoire aussi de qui gagne et qui paye plus. Étant donné que les impôts sont progressifs, progressif, ça c'est aussi toute une critique, dans le sens que la progressivité de l'impôt en Suisse, elle reste assez très limitée. Alors on a un impôt progressif dans le sens où les personnes aux bas revenus, ça va bien, elles sont plutôt épargnées. Après, les personnes à la classe moyenne, là on se retrouve avec quelque chose d'un peu progressif, c'est vrai. Et puis dès qu'on se retrouve dans les classes les plus riches de la population, la progressivité, elle stagne de façon assez large. Et ça, c'est un scandale complètement, mais c'est un peu une autre question. Mais du coup, si on fait passer une augmentation de l'impôt, ça veut dire que ça va être les personnes quand même les plus riches qui vont payer plutôt que les personnes les plus pauvres qui sont de toute façon épargnées. Et au niveau du coût-bénéfice, les personnes, étant donné que les personnes les plus pauvres bénéficieront de ces réductions de primes, elles auront beaucoup plus à gagner que finalement l'augmentation des impôts qui... je n'ai pas les chiffres en tête, et c'est de nouveau un peu trop compliqué, mais pour dire que même si on devait augmenter les impôts, du fait que les impôts, ça reste un outil actuellement solidaire, justement par cette progressivité, eh bien, c'est toujours mieux que ce qu'on a actuellement, qui est un financement qui est nul solidaire actuellement.
Vous voulez réagir? Je peux quand même réagir sur ce point-là, merci. Donc en fait, je parlais de l'augmentation des impôts. On sait très bien que si on devait augmenter les impôts, c'est vraiment la classe moyenne qui subirait vraiment le plus. C'est pas du tout les personnes plus riches ou les personnes déjà démunies aujourd'hui ne sentiraient même pas l'augmentation des impôts, mais ce serait la classe moyenne, ce qui se passe toujours et que nous voyons. Moi d'ailleurs, quand je discute avec des gens au marché, la population, ils disent toujours je paye déjà. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important et pour cela on ne doit pas privilégier les impôts, on doit absolument passer par d'autres mécanismes, donc la réduction des coûts. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas de dire que cette initiative n'attaque vraiment pas le problème à la racine. Je suis totalement d'accord et je partage ce point-là parce qu'on doit absolument soulager la population qui passe à la caisse déjà et les impôts, c'est pas du tout une solution. Donc il y a d'autres mécanismes. Enfin, j'aimerais bien parler des coûts, mais je ne peux pas vraiment développer ce point-là. Parce que... On va le faire tout de suite. Je pose une dernière question et après on va passer tout de suite et vous pourrez développer. Justement, ce qui reste encore sur ce sujet-là, c'est le contre-projet en fait qui a été fait par le Conseil fédéral qui a été validé par le Parlement. Donc, qui prévoit que chaque canton paye une contribution minimale à la réduction des primes sans que ce soit fixé et une incitation à maîtriser les coûts. Est-ce que ce contre-projet vous convainc? Moi, j'ai l'impression que c'est mieux que rien de toute façon. Ça voudrait dire une augmentation de l'aide, ça c'est clair. Après, si on regarde la différence qui est prévue, alors dans les calculs, on arriverait à environ 700 000 francs. J'ai pas les chiffres sous les yeux. J'ai plus. Je crois que c'est 700 millions. 700 millions, du coup, qui seraient alloués par les cantons pour la réduction des primes, comparé à on parle de 3,5 à 5 milliards de coûts. Et du coup, voilà, c'est quand même des aides qui sont beaucoup moins grandes. Et moi, je dois dire, je suis un peu suspicieuse par rapport aux cantons et puis par rapport à leur faculté vraiment de faire ça, puisqu'on sait que, de un, les cantons, c'est les cantons qui sont responsables de la diminution des réductions des primes de 30% dans ces 10 dernières années, comme je l'ai dit avant, parce qu'ils font des économies par rapport à ça. Et de deux, les cantons, ils sont aussi responsables de l'augmentation des coûts dans la médecine, de la santé, parce que justement, on a un fédéralisme dans le système de santé suisse qui fait que chaque canton fixe les coûts, qui fait qu'on a des hôpitaux qui proposent absolument les mêmes services en Suisse, ou des fois qui sont à quelques kilomètres de distance. C'est un truc qui est complètement absurde. Et du coup, si c'est chaque canton qui sera responsable de faire ça, moi j'ai un peu plus de la peine et je crois un petit peu plus en la capacité de la Confédération de gérer ça dans l'intérêt de la plupart de la population, sachant aussi qu'en termes de primes, on a des différences qui sont énormes entre les cantons. Par exemple, si on prend le canton de Zug, en canton de Zug, les personnes, elles payent environ 5,2% de leurs revenus disponibles pour les primes. Par contre, à Zurich, on est à 13%. Et du coup, ça montre qu'on a un besoin d'agir qui est différent, mais que moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une unité là-dedans, et puis avoir une unité aussi dans le financement, étant donné qu'on a des cantons qui sont plus pauvres, des cantons qui sont plus riches. Et puis à Zug, pourquoi les primes sont aussi basses? Parce que Zug, c'est un canton de multinationales, où on a énormément d'évasion fiscale. D'optimisation, pardon. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose à voir dans son ensemble, parce que c'est un problème qui est systémique actuellement et qu'on doit régler de manière systémique aussi au niveau de la Confédération. Faustine Salas, sur ce contre-projet, est-ce qu'il vous convainc? Moi, je suis plus convaincue par le contre-projet pour deux raisons. D'une part, le contre-projet met la responsabilité sur les cantons pour la gestion des coûts. Donc, le contre-projet dit aux cantons, tant que vous maîtrisez les coûts, vous participez moins à la distribution des subsides. Donc là, le canton est vraiment obligé de maîtriser ses coûts, de contrôler, de gérer les coûts. Si elle ne veut pas participer plus, aujourd'hui, les cantons peuvent participer, l'initiative, le contre-projet indirect prévoit une participation allant entre 3,5 et 5% un peu plus. Donc le canton qui ne veut pas passer à la caisse aura cette responsabilité de maîtriser les coûts. Et ce sera aussi une
manière autre de décharger la population en disant que vous n'avez plus cette responsabilité, vous, de regarder, de surveiller à chaque fois votre budget, combien est-ce que je dois allouer pour prévoir pour la caisse maladie, les subsides, les primes et tout ça, les coûts, mais on va changer, la responsabilité va changer de camp. Ce sera maintenant au canton de veiller à ce que ces coûts n'augmentent pas et pour espérer contrôler, maîtriser ces coûts et éviter cette augmentation incessante des primes maladie. Oui. J'entends cet argument, mais je ne le trouve pas énormément valide parce que dans l'initiative pour la réduction, pour la limitation des primes d'assurance maladie, on a une répartition des coûts justement à 2 tiers à la Confédération et 1 tiers au canton. Et si on part du principe que les réductions de primes se retrouveront à peu près à 5 milliards de francs, ça veut dire qu'on aura quand même 1,5 milliard de francs qui sera à charge des cantons. Alors qu'on compare avec le contre-projet indirect qui prévoit environ 700 millions, on reste avec presque un double du montant. Et je pense que ce sera aussi une incitation pour les cantons à gérer mieux leurs coûts, mais en plus avec un soulagement plus fort de la population dans son ensemble. Je vous remercie toutes les deux pour cette première partie. Faustine Salah, on va passer à l'initiative pour un frein au coût. Donc l'initiative que vous défendez avec le centre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut cette initiative pour un frein au coût? Est-ce que finalement il y a des mesures qui sont prises chaque année par le Conseil fédéral et le Parlement pour la maîtrise des coûts? Est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes? Un peu dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, l'initiative frein au coût, elle est vraiment importante dans le sens où la responsabilité va vraiment changer de camp. En fait, aujourd'hui, la responsabilité repose entièrement sur la population. On dit, j'ai une franchise, je prends un cas concret à peu près hypothétique, j'ai une franchise à 2500 et à chaque fois, j'évite d'aller chez le médecin parce que j'ai peur de payer et parce que les coûts, parce que ça coûte cher. Mais aujourd'hui, avec l'initiative, on dit aux acteurs de la santé, on leur dit c'est à vous de contrôler. C'est à vous de maîtriser ces coûts, c'est à vous d'éviter que les primes augmentent chaque année. Donc, c'est maintenant à eux de veiller à cette augmentation des coûts. Aujourd'hui, ils font... Aujourd'hui encore, personne ne contrôle les coûts, ils facturent. Typiquement, moi, je peux prendre un cas concret qui me concerne moi. Je suis allée chez le médecin aux urgences, au CHUV, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu la facture pour le peu de temps que j'ai passé au CHUV. La facture, elle était de 500 francs. Je l'ai un peu regardée dans les détails. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait 2 lignes où on m'avait facturé la même chose et des coûts que je ne comprenais pas. J'ai téléphoné et même la personne que j'avais au téléphone n'arrivait même pas à m'expliquer certaines lignes. Alors vous imaginez des personnes qui ne contrôlent pas leurs factures. Donc ce sera vraiment la responsabilité des acteurs de la santé. Et si un autre cas, si je fais le parallèle avec le monde de la finance où on parle de l'autorégulation, je pense que ils peuvent se réinventer. On peut créer une instance qui contrôle les acteurs de la santé pour veiller à ce que les coûts n'augmentent pas, vérifier si la facturation elle est correcte, si on peut toujours imaginer tout plein de choses. Donc, l'initiative du centre va plus loin et elle est vraiment à même de soulager la population dans le sens qu'elle apporterait des mesures plus concrètes. Mathilde Modet, qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce que finalement cette initiative ne permet pas de s'attaquer à la racine du problème? Notamment, on a vu aussi qu'au Parlement, il y a eu, concernant ces problèmes de facturation, toutes les demandes pour une meilleure transparence ont été rejetées. Est-ce qu'il ne faut pas ça pour que ça devienne enfin un peu plus efficace? Alors moi, j'ai absolument rien contre un frein au coût. Je pense que les coûts actuellement de la santé, ils sont hauts et il y a une grande partie de ces coûts qui est injustifiée.
Par contre, quand on parle d'autorégulation du marché ou d'autorégulation de la santé, on a vu ce que ça a donné jusqu'à présent, et c'est pas Jojo. Et du coup, j'ai un peu de la peine aussi, encore une fois, à croire en l'autorégulation des hôpitaux, des cantons, des assurances, et parce que leur responsabilité, leur sentiment de responsabilité est quand même assez limité. Ils savent très bien où il est leur intérêt. Et puis leur intérêt, il est dans le fait de faire des profits, et puis de taxer de plus en plus d'argent, et de faire des profits sur les services de la santé qui ramènent, enfin qui prennent le plus, qui sont le plus profitables. Voilà. Moi, j'ai un peu un souci, enfin j'ai 2 soucis principaux avec cette initiative, c'est qu'on parle d'un frein au coût, mais ce que l'initiative veut réellement, c'est limiter la prise en charge par l'assurance obligatoire, l'assurance maladie obligatoire, à pas plus de 20% en fonction de l'augmentation des salaires et de la santé de l'économie nationale. Ça veut dire que si vous avez une augmentation des salaires, disons, à 10%, l'augmentation des coûts de la santé doit être limitée à 12%, et pas plus. Et là, du coup, la Confédération et les cantons devront prendre des mesures pour ce respect-là. Ça met en lien la santé économique et la santé tout court. Sauf que la santé économique et la santé des gens, elle n'a pas un lien de cause à effet. Et en plus, elle prend pas en considération le fait que les coûts en matière de santé, en matière de services, ils sont voués à augmenter. Et ça, c'est un économiste qui s'appelle Baumol qui l'a développé dans les années 60-70. On parle de loi de Baumol qui a parlé de maladie des coûts. En fait, ce que lui, il a remarqué, c'était que, enfin, c'est tout simple, c'est que les services, alors non, reprenons depuis comment, alors, fonctionnement économique. Dans notre économie, on a du progrès. On a des éléments technologiques, des avancées technologiques qui avancent et qui permettent du coup d'augmenter la productivité. La productivité, ça veut dire que pour produire le même bien, aujourd'hui, grâce au progrès économique, on va avoir besoin de moins de travail pour cette même unité-là. Le problème, c'est que les services, c'est pas quelque chose qui est rationalisable, c'est pas quelque chose qui est qu'on peut compresser de façon infinie, comme on peut compresser la production d'une voiture. Le service à la personne ou le fait de s'occuper d'une personne, ça va prendre tout autant de temps aujourd'hui que le temps que ça prenait il y a 50 ans. Et du coup, par contre, comme on est dans une économie où tout est lié, pour que la santé reste quelque chose où les gens ont quand même envie de travailler, ce qu'on fait, c'est qu'on a les salaires dans la santé qui s'adaptent au reste des salaires dans les secteurs où on a justement ces progrès technologiques qui permettent d'augmenter les salaires parce que du coup le travail est plus valorisé. Sauf que dans la santé, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'on a les coûts qui augmentent parce que ça devient plus cher de payer une infirmière, de payer un médecin. Par contre, on n'est pas plus rentable parce qu'on ne peut pas rationaliser ça. Ça s'appelle la loi de Baumol. Et en fait, ça veut dire que les coûts de la santé et le coût des services de façon générale, il est voué à augmenter tout le temps. Mais c'est pas une mauvaise chose. Parce que la santé, c'est aussi une richesse. La santé, on doit investir dans la santé. C'est aussi une opportunité qui fait qu'on peut engager plus de personnes dans la santé et qu'on peut avoir une société en meilleure santé plutôt qu'essayer de faire des économies là-dessus. Et du coup, ce que l'initiative, pour venir à l'initiative sur les freins au coût, le danger de ça, c'est que tout d'un coup, si on a des salaires qui augmentent pas assez, comme on les a eus dans les 10 dernières années, on a une augmentation des salaires nominaux, alors qui augmentent un petit peu, les salaires réels, vous savez, ces dernières années, ils ont même baissé, ça veut dire que les gens ont moins dans le porte-monnaie et peuvent moins acheter de choses, on parle de pouvoir d'achat qui baisse. Par contre, les coûts de la santé, et du coup, le besoin de se faire soigner pour la population, ça, il reste le même, voire il augmente si on a une population vieillissante. Et on peut s'imaginer que dans le futur, si on a de plus en plus... si on a des crises économiques qui vont faire que la population sera de moins en moins, en moins bonne santé, si on a une crise climatique qui va faire qu'on a une augmentation peut-être des malaises en cas de sécheresse, de la chaleur, etc. Ça veut dire qu'on va avoir une augmentation des coûts, mais l'initiative, elle va dire non, il faut qu'on stoppe, il faut qu'on limite la prise en charge. Et ce que ça va créer, c'est le fait que y a de plus en plus de personnes qui vont pas pouvoir se permettre, qui vont devoir payer de leur poche ou pas se faire soigner. Et puis ça, c'est pas forcément l'idée. Qu'est-ce que vous répondez justement à cet argument de réduction des prestations et du risque sur la qualité des soins et des prestations ? Je dis que cet argument est totalement faux. Donc, d'une part, il faut se dire que ces 10 dernières années, les coûts ont augmenté de 31%. Ensuite, les salaires ont augmenté seulement de 6%. Donc, pour ma part, je trouve
normal qu'on essaie de limiter vraiment l'augmentation des coûts sur le salaire. On ne dit pas qu'il y aura une perte de qualité des soins, c'est totalement faux. Seulement en prescrivant, en privilégiant les génériques, par exemple, ou alors les biosimilaires, on arrive déjà à faire une économie d'à peu près 6 milliards, si ce n'est pas plus. Donc, on ne va absolument pas toucher à la qualité des soins. Et aussi, il faut se dire que tout cet argent, donc ces coûts qui augmentent, c'est pas pour autant que les personnes qui méritent, qui devraient vraiment être payées, sont payées. Les infirmières, encore, on s'en souvient, ne touchent pas forcément les salaires, décents ou alors des salaires qu'ils mériteraient. Donc, pour moi, de dire qu'on limite, donc je prends le cas, si les salaires augmentent de 1%, les coûts ne doivent pas augmenter de à peu près 1,2%. Si ça va au-delà, l'initiative dit OK, vous les acteurs de la santé, vous n'avez pas réussi à maîtriser les coûts et dans ce cas, le canton ou alors la confédération vous réunit et vous devez trouver un moyen pour contrôler ces coûts, pour les diminuer. Donc c'est vraiment ça que l'initiative dit. L'initiative ne dit pas il y aura une détérioration des soins. Donc c'est archi faux. Enfin, je suis désolée. Je fais juste rebondir là-dessus parce que justement l'initiative ne propose pas en elle-même de mesures concrètes, mais ça a été esquissé quand même dans les arguments de votre parti. Concrètement, ce serait quoi ces mesures? Vous avez parlé des génériques, mais qu'est-ce qu'il y aurait comme mesures possibles et qu'est-ce que ça changerait en fait pour les patients et les patientes concrètement et pour les acteurs de la santé? Ce que ça changerait pour les patients, c'est que les acteurs de la santé vont recentrer vraiment le métier. Ils vont se dire c'est l'intérêt des patients qui prévaut. C'est pas les coûts. C'est justement, comme vous l'avez dit, permettre aussi aux gens d'aller de supprimer par exemple le principe de territorialité. C'est-à-dire que si j'ai une ordonnance, que je puisse acheter les médicaments par exemple en France voisine, où ces médicaments coûteraient peut-être moins cher. Donc typiquement, on voit déjà que ça coûte excessivement cher. Il y a des statistiques, il y a des enquêtes qui ont été menées où on voit vraiment cette différence de coût entre le même médicament et surtout les génériques où le principe actif est vraiment le même. Mais en Suisse, ça coûte beaucoup plus cher. Il n'y a aucune raison que les médicaments coûtent plus cher en Suisse. Donc, c'est pas acceptable. Donc cette initiative, elle attaque vraiment la problématique à la racine. Donc où on dit vous allez maîtriser les coûts, vous on vous donne la responsabilité. C'est pour ça que tout à l'heure je faisais le parallèle avec l'autorégulation. On sait très bien que les gens n'aiment pas que l'État vienne mettre le nez dans leurs affaires. Donc on vous dit, et c'est ce qui s'est aussi passé dans le monde de la finance où il y a beaucoup d'organismes d'autorégulation et les gens ils s'en sortent très bien. On vous dit vous voulez pas que l'État vienne mettre son nez, gérer ces coûts-là. Et je pense que là, ce sera aussi la responsabilité des médecins, des acteurs de la santé de veiller aussi à ce que ces coûts soient vraiment maîtrisés. C'est pas acceptable que ce soit toujours à vous, à moi de dire d'accord, là j'ai un peu mal à la tête, mais je peux pas vraiment aller chez le médecin parce que j'ai peur de payer. Non, c'est pas du tout acceptable. C'est au médecin de dire voilà, j'ai le patient, je prescris le médicament adéquat, pas forcément le plus cher, mais celui qui permet de soigner le mal. Mais oui, tout le monde veut réduire les coûts, sauf qu'on a vu dans ces dernières années, les majorités telles qu'elles sont au Parlement, elles sont, on a le centre, on a le PLR et on a l'UDC qui tiennent une majorité de droite et qui font de la politique de droite. Et ces dernières années, quand il a fallu essayer de réduire les coûts de la santé, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit dans les soins et on a réduit dans les services. Ça veut dire qu'on a réduit dans les trucs de base pour essayer de rationaliser le service, pour essayer d'être le plus rapide possible. On a mis une énorme pression sur les infirmières pour qu'elles se soignent de plus en plus rapidement. Et puis, c'est pas ça qui bénéficie à la population parce que les coûts des soins de base, ils stagnent. Et c'est pas ça qui coûte cher en fait. Ce qui coûte cher actuellement, c'est les soins qui sont supplémentaires, c'est les soins qui rapportent de l'argent, c'est les scans, c'est les opérations compliquées, blablabla, c'est tout ce qui est pris en charge par d'un côté par les caisses d'assurance maladie privées et aussi
par les médecins indépendants, et c'est ça qui coûte cher et qui pousse tout vers le haut. Ah, j'ai perdu, je sais plus ce que je voulais dire. Mais que du coup, enfin, je veux dire, si on prend cette initiative, et si demain cette initiative, elle est acceptée, l'initiative pour les freins au coût, avec, du coup, on charge ce Parlement-là, avec ses majorités bourgeoises en place, de créer, enfin, une loi qui fasse réduire les coûts. Qu'est-ce qui va être réglé? Enfin, qu'est-ce qui va être réduit? Ça va pas être les prix des médicaments, ça va pas être l'influence, enfin, ça va pas être les salaires des médecins spécialistes, ça va pas être, la transparence, les doublons, etc. Qu'il y a actuellement. Ce qui va être réduit, comme ce qui a été réduit dans les dernières années, c'est les soins et c'est les services. Et ça, c'est ça que ça va pas, quoi. Et du coup, quand on parle de racine du problème, alors parlons de racine du problème. Parlons de comment ça se fait qu'on a des coûts qui sont aussi hauts dans la santé. Et ça, d'un côté, parce qu'on a cette le lobby pharmaceutique, qui bloque actuellement au Parlement pour qu'on ait plus de génériques. Tu l'as dit aussi, hein, ça, je suis complètement d'accord. Actuellement en Suisse, on a par rapport en comparaison européenne, on a beaucoup moins de génériques qu'en Europe parce que ça rapporte plus de vendre des médicaments originaux où on a plus de droits et on peut se faire plus de profit. Aujourd'hui, dans la santé aussi, on a des doublons, des soins, etc. Parce que ça rapporte. Et on a tout un système de santé qui est géré par les caisses d'assurance maladie qui font leurs lois. Et on n'a pas une concurrence qui est censée tirer les coûts vers le bas. On a juste un espèce de cartel où où ces assurances maladies et la pharma décident absolument de ce qu'elle veut faire. Et le risque, si on accepte l'initiative, c'est que ça continue comme maintenant, sauf que c'est nous, encore une fois, les populations qui n'ont pas la possibilité de se payer des soins de base, qui du coup vont payer l'addition, et ça, ce serait vraiment dommage. Juste rebondir sur ce que vous avez dit, parce que voilà, vous dites on peut pas faire de frein au coût, ça peut pas marcher. La conséquence ce sera une réduction des prestations, mais du coup concrètement, si les lobbies pharmaceutiques, des assureurs, etc. ont tout pouvoir au Parlement, c'est quoi la solution? S'il y a plus de pouvoir, du coup tu dis. S'ils ont tout le pouvoir au Parlement et qu'ils ne font pas passer les réformes qui permettent de freiner les coûts, c'est quoi la solution? Si c'est pas cette initiative qui pourrait donner un coup de pouce, ce serait quoi une solution? Je pense que justement, alors avec l'initiative pour la limitation des primes, on a un report de la charge et du coup de l'augmentation des coûts des primes à la charge de la Confédération. Et du coup, c'est la Confédération qui aura peut-être une incitation financière, parce qu'elle devra sortir 5 milliards de sa poche, à faire réduire ses coûts et du coup à dire on accepte peut-être un petit peu moins les trucs que vous essayez de nous refiler. Et je pense que la solution de façon générale, c'est la population, c'est le pouvoir que nous on a de façon démocratique. Si au Parlement il y a un parlementaire sur 3 qui est pourri parce qu'il est lobbyiste, de la santé, etc., parce que la pharma elle s'achète des gens et puis du coup qui défendent leurs intérêts, heureusement qu'il y a vous, heureusement qu'il y a nous, et puis heureusement qu'on peut décider et puis qu'on peut demain accepter l'initiative pour la limitation des primes, et puis que peut-être demain, on pourra reparler d'une caisse maladie unique, on pourra reparler du fait que la pharma, c'est pas possible qu'elle ait autant de pouvoir dans ce pays, on pourra reparler peut-être d'une obligation de distribuer des génériques plutôt que des médicaments originaux, on pourra reparler peut-être de la plus grande importance des soins, de la médecine de base, de la prévention, plutôt que des traitements qui sont hyper chers mais lucratifs et du coup qui sont défendus par les assurances et puis par la pharma. Et heureusement que vous, qu'on est là et qu'on peut voter, parce que c'est nous qui sommes censés avoir le pouvoir dans ce pays, parce qu'on est une démocratie. Et j'espère que du coup on va gagner le 9 juin. Merci. Faustine Salles, j'aimerais vous faire réagir parce que votre parti a été attaqué là, notamment avec, sur des mesures que votre parti vote selon Mathilde Mottet, qui ne participe pas à freiner les coûts. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout d'abord, je précise que le centre, c'est le centre, donc on n'est pas un parti de droite. Donc, et donc... on est vraiment le centre. Donc voilà, et justement parce que on est là et qu'on se soucie aussi de la population et que cette problématique de l'augmentation des coûts
que cette problématique aussi des coûts nous intéresse, raison pour laquelle on propose notre initiative, notamment comment est-ce qu'on peut réduire les coûts aussi. C'est vraiment aussi favoriser, privilégier aussi tout ce qui est soins ambulatoires, on l'a déjà dit. Il y a aussi le carnet de soins électroniques qui aussi, peut aussi contribuer aussi à réduire ces coûts parce qu'il y a de la redondance. On va pour un problème et puis on a déjà peut-être été diagnostiqué, mais on doit de nouveau l'être parce qu'on n'a pas un suivi général et que les médecins n'ont pas forcément accès à l'historique de santé du patient. Donc, l'initiative vise vraiment vise le but de dire c'est le patient, contrairement à ce que les réactions que je vois dans la salle à chaque fois que je prends la parole et que les gens sont pas totalement convaincus de ce que je dis. Moi, en tout cas, personnellement, je suis convaincue et je pense que notre initiative a vraiment à cœur de réduire ces coûts maladie parce que on s'intéresse à la population et pour nous, il est vraiment inacceptable que les gens passent à la caisse et que les coûts, justement, les génériques, on doit privilégier et c'est vraiment nous qui sommes venus avec cette problématique, on l'a vraiment pris à la racine. Et donc, voilà, on est convaincus que cette initiative, elle permettra vraiment de soulager les personnes qui payent des primes excessives. Vous voulez réagir à ça aussi? Moi, je suis complètement persuadée que le centre a réellement... plus que l'impression, l'intention aussi de soulager la population. Après, je me demande juste si on a vraiment l'intention de soulager la population, pourquoi avoir écrit dans le texte d'initiative qu'on limite la prise en charge par l'assurance obligatoire, et puis pourquoi l'avoir lié justement à la santé de l'économie nationale, sachant qu'il n'y a pas de lien entre ces deux trucs. Enfin, pour moi, il manque une base un petit peu de la compréhension de la santé, et j'ai l'impression que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est, comme tu l'as dit, recentrer le besoin. Enfin, ce qu'il y a derrière l'initiative aussi, c'est un petit peu l'impression que la richesse, elle est produite par l'économie privée, mais elle est dépensée par la santé publique. Et que du coup, on doit limiter ce qui est produit par l'économie privée, enfin, on doit limiter ce lien-là, mais finalement, enfin, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on veut comme société, à ce qu'on veut comme économie, à ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est la richesse finalement. Et puis moi, je pense que la santé, c'est une richesse et ça doit être perçu comme une richesse. On doit parler, arrêtons de parler du fait qu'une personne, elle va chez le médecin chaque fois qu'elle a mal aux pieds. Enfin non, les gens, ils vont au médecin parce que... Alors oui, peut-être, il y a des gens qui sont un peu hypocondriaques et puis qui vont peut-être un petit peu trop souvent au médecin, mais il n'est pas là le souci. Le souci, il est sur le fait qu'on a des chefs, des patrons de caisses d'assurance maladie qui touchent 1 million en salaire. On a des médecins... spécialistes qui touchent jusqu'à 600 000 francs par année. On a une espèce de concurrence entre caisses maladie qui font absolument toutes leurs lois. Ils parlent là, notre argent. Et puis c'est ça qu'on doit toucher. Et pourtant, ça, je ne l'entends pas dans ton discours. Je vous remercie. Je vais vous faire aussi réagir sur le contre-projet indirect là aussi du Conseil fédéral, donc qui prévoit une valeur maximale que pourrait atteindre l'augmentation des coûts de l'assurance maladie obligatoire, et puis une justification de l'augmentation des coûts par les acteurs de la santé. Est-ce que ça vous convainc davantage ? Alors, oui, parce que du coup, il n'y a pas cette liaison entre le fait d'avoir des coûts et on casse ce lien entre les coûts et puis entre la santé de l'économie nationale. Et pour moi, ça, c'est un des principaux problèmes qui est ce lien-là. Et du coup, oui, je pense que c'est bien de mettre des objectifs pour qu'on réduise les coûts. Après, alors, je pense que c'est quelque chose de bien. Après, ça reste une mesure, encore une fois, une mesurette face aux réformes, voire même aux révolutions du système de santé dont on a réellement besoin. Et c'est un système de santé qui doit être enfin au service de la population et puis pas pour les profits, quoi. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore. Et tant qu'on aura 57 caisses d'assurance maladie qui font la loi, tant qu'on aura la pharma représentée au Parlement et qui font la loi, et puis tant qu'on aura justement cet impôt par tête qui est du coup les primes, qui est imposé aux personnes, je vois un petit peu. Pour moi, c'est difficile d'imaginer un meilleur système, même avec ce truc, ce petit pansement là, qui clair va être une incitation pour réduire les coûts. Mais j'attends de voir vraiment les solutions concrètes et puis fondamentales qui seront proposées, parce que j'ai un peu de la peine à y croire.
Faustine Sala, ce contre-projet indirect? Le contre-projet, pour moi, il y a pas, le contre-projet est bien en soi, mais il va pas loin en fait. Pourquoi le contre-projet, je le soutiens pas parce que le contre-projet ne met pas de limite. Le contre-projet dit aux acteurs de la santé, voilà, vous devez pas dépasser 20%, mais si jamais il y a trop de coûts, on peut s'entendre, on va se réunir et on va discuter. Alors que nous, on met une réelle limite avec l'initiative du centre, on met une réelle limite. On dit, voilà, si vous dépassez ce pourcentage-là, eh ben, il y a des mesures qui sont prises. Donc, on vous laisse d'abord la liberté de gérer ces coûts, de les contrôler. Et ensuite, si vous n'arrivez pas à contrôler ces coûts, eh ben, on agit. Donc, il n'y a pas de demi-mesure à dire aux gens, ouais, vous pouvez le faire, mais ensuite, on va se réunir, on va discuter. Non, on vous laisse déjà vous gérer. Et c'est ça aussi l'autorégulation. Donc, on met aussi la responsabilité aux acteurs. Donc, ils ont cette responsabilité de maîtriser les coûts. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup à toutes les deux. On va laisser la place aux questions du public. Je vous demande de poser vos questions avec tout le respect pour nos deux intervenantes qui ont le courage de se confronter à vous ce soir et à qui vous pouvez poser toutes vos questions. Oui, merci pour ces deux présentations. Moi, je suis juste sidérée. J'ai l'impression qu'il y a un discours humain et puis un discours financier. Je suis choquée un peu que vous ayez un peu comparé avec le milieu de la finance. C'est un milieu que je ne connais pas. Mais par contre, je connais le métier de la santé. Et là, c'est absolument évident que votre entreprise, parce que les médecins, ils ne vont pas réduire leur prix, leurs tarifs, les IRM coûteront toujours aussi cher. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, on vit de plus en plus vieux, donc les coûts vont forcément augmenter. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être des répercussions sur le personnel, où il y a déjà eu des répercussions. Ces dernières années, qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'on voulait faire des économies, on a fait des répercussions sur le personnel. Il y a nettement moins d'infirmières, d'aides-soignantes. Elles sont soumises à un rythme qui n'est pas possible. Pour une petite histoire, quand je suis infirmière, quand je suis arrivée en Suisse, il y avait des fois des après-midi où j'allais, mais mon Dieu, boire un café avec une patiente. Parce que tout simplement, elle n'avait pas de visite. Et mes collègues me disaient, mais c'est aussi important que les soins techniques, etc. Et maintenant, quand je vais dans le service et que je veux essayer de discuter ou demander des nouvelles pour les personnes que je vais voir, elles courent. Oui, madame, et elles courent. Elles font que ça. Elles n'ont plus le temps. Il y a des problèmes. Voilà. Après, on a aussi trouvé un truc qui était absolument génial, les politiciens et les assurances, c'est les forfaits par cas. Ok, vous avez une appendicite, c'est tant de jours. Vous avez ça, c'est tant de jours. C'est pas Madame Dupont qui a... Bon, ok. Et dernièrement, c'est peut-être un hasard. Il y a beaucoup de gens autour de moi, et ben on leur a dit, voilà, vous avez dépassé le nombre de jours, donc vous sortez. Et ben, dans 80% des cas, ils sont revenus. Ça coûte 10 fois plus cher, humainement, mais peut-être que c'est pas le problème du centre. Humainement, c'est une catastrophe. Alors oui, effectivement, c'est le seul impôt qui ne dépend pas du niveau des moyens des gens, et je pense que c'est une catastrophe. Et je pense vraiment que ça devrait être un problème, c'est un problème qui revient à l'État de santé publique, et que c'est lui qui doit s'occuper de trouver des solutions. Mais d'abord, allégeons le problème des gens, évitons, parce qu'il y a un autre problème où les gens pourront peut-être pas se soigner, c'est qu'en fait, après, il y a aussi des cas que j'ai rencontrés où en fait les gens se soignent pas. Une personne n'a pas été faire de mammographie pendant 4 ans et quand elle a été tout d'un coup, je l'ai vue à la piscine dans une Tony Dev et je lui ai dit mais c'est quoi que t'as? Et puis oui, le diagnostic était tombé, elle a un cancer. Elle a un cancer du sein, c'est trop tard. Voilà. Je ne sais pas si la mammographie aurait permis de... Mais je pense, peut-être, on ne sait pas.
En tout cas, cette personne va mourir parce que, alors qu'elle est en Suisse, dans un pays les plus riches du monde, parce qu'elle n'avait pas les moyens de se soigner. Et ça, pour moi, c'est la véritable aberration de votre initiative et du problème qui se pose actuellement. Alors, je ne dis pas que l'initiative du PS ne pose pas de problème, je dis juste qu'au niveau humain, qui pour moi va plus me toucher, c'est effectivement une initiative que je privilégierais si j'avais le droit de vote, mais je suis étrangère. Donc voilà. C'était un commentaire et puis d'essayer de voir qu'est-ce que parce que dernièrement, voilà, je dis juste dernièrement, tous les coûts se sont reportés sur le personnel, indirectement sur les patients. Mathématiquement, quand il y a moins de personnel, les gens, voilà, je peux vous dire qu'il n'y a plus jamais une infirmière qui va boire un café avec un patient. Tout d'abord, je vous remercie, madame, pour votre intervention et je suis touchée par l'émotion qui s'est dégagée dans votre voix quand vous avez pris la parole et croyez-moi ou non, c'est touchant parce que en tant qu'humain, on peut ne pas être touché quand quelqu'un prend la parole avec autant d'émotion. Donc, je comprends que c'est quand même quelque chose qui vous touche aussi personnellement au plus près. Mais aussi, il faut se dire que bien que j'ai fait le parallèle avec le milieu de la finance, les deux ne peuvent pas se dissocier. C'était une manière d'illustrer le fait qu'on va responsabiliser les acteurs de la santé. Et je suis totalement d'accord avec vous. C'est pas acceptable que en Suisse, aujourd'hui, quelqu'un puisse être dans un état de santé aussi comme vous le décrivez, en Suisse, sans pouvoir se soigner. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, il faut agir. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, et je suis convaincue que l'initiative du centre peut permettre tant à atteindre ce but-là, à permettre aux gens de plus se poser la question, est-ce que je dois aller me soigner ou pas? C'est vraiment de dire, moi, je ne me soucie plus de ça, j'ai payé ma franchise, c'est au médecin de s'inquiéter et puis d'avoir cette charge, justement, de décharger les patients ou alors la population, de dire, ah, est-ce que je dois aller me soigner? Non. J'ai un souci de santé, je m'en vais me soigner. Donc, ça, comme Mathilde le disait tout à l'heure, c'est pas une histoire de bobo de dire que les gens y vont parce qu'ils doivent y aller. Non, mais c'est vraiment de dire que je suis malade, je vais y aller. Et autre chose, vous avez parlé des infirmières et de tout ça, mais je vous rappelle simplement que il y a une initiative soins aux infirmiers qui a été... Donc, on entend aussi ces problématiques et je crois que le centre a quand même soutenu cette initiative qui doit encore entrer, qui n'est pas encore concrétisée. Donc, au-delà de ce que vous pouvez croire, nous sommes quand même aussi des humains et comme je l'ai dit tout à l'heure au début quand j'ai pris la parole, on va au marché, on a chaque samedi pratiquement une fois sur deux, un instant où on va à la rencontre de la population, où on discute avec les gens et on entend. Et c'est pour cette raison que notre initiative, elle est là aujourd'hui, parce qu'on écoute les gens, on entend les besoins des gens. Et je vais quand même terminer parce que ça m'a touchée et j'ai vraiment envie de réagir. Ok, je suis d'accord avec vous que la population, elle est vieillissante. Justement parce qu'elle est vieillissante et qu'aujourd'hui, on aura de moins en moins de personnes qui travaillent pour payer les primes parce que, enfin, je ne vais pas faire un cours sur le financement de l'assurance obligatoire aux soins ou pour le paiement des primes. Mais aujourd'hui, justement, parce que la population est vieillissante, c'est pour cette raison qu'on doit absolument maîtriser ses coûts. On ne doit pas accepter que les coûts augmentent beaucoup plus que les salaires. C'est ce que notre initiative met en avant et c'est ce qu'elle défend. C'est justement pour que ce genre de cas n'arrive plus. Et je partage totalement, et j'entends, et puis je comprends aussi votre prise de parole, votre intervention. J'ai pas l'habitude. Est-ce que je peux parler comme ça me va, parce que j'aime pas beaucoup. Ah pardon, excuse-moi, il y a une vidéo, j'oubliais. Enfin, je savais pas. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Moi, je vais tout de suite dire une chose. Je suis partisan du double oui. Ça, c'est un avis. J'ai deux raisons. Pardon ? Oui, du double oui, c'est-à-dire oui à les 10%, aux 10% et oui aux freins au coût. Alors, en fait, j'aurais une question, puis j'ai
une première petite remarque. Qu'est-ce que vous pensez de l'argument qui est le mien, enfin personnel que je dis souvent, qui est un argument primaire, qui dit en fait peut-être qu'il serait temps de faire un double coup de pied au cul à notre Parlement et à notre Conseil fédéral, et donc voter 2 fois oui. Et puis en fait une vraie question, ça c'est une question qui est amusante, disons la vraie question c'est ok, en fait on a vu dans le passage à la 13e rente ce qui est en train de se passer pour le financement de la 13e rente. À savoir qu'on est en train on est en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques au Parlement. Donc, la question qui se pose, c'est, en fin de compte, si l'initiative 10% passe seule, tout porte à croire qu'on va avoir cette même situation vu les configurations de pouvoir au Parlement, au Conseil fédéral. Peu importe que le groupe socialiste soit un groupe fort, il n'y aura pas assez de majorité pour trouver ça. Si notre initiative, parce que je suis du centre par ailleurs, l'initiative du centre passe seule, vous avez une crainte du fait qu'en fait ça va justement pas alléger les situations des classes les moins nanties de notre société. J'en reviens à ma question. En fin de compte, si on a les deux ensemble, vous croyez pas qu'en fin de compte ça va vraiment avoir cet effet dans le sens où on va forcer en fait la Confédération à se mêler de ces questions de limiter à 10% du salaire réel le coût des primes, ce qui était d'ailleurs une promesse il y a longtemps. Et comme il y a la contrainte d'avoir un frein au coût, alors en fait, au lieu de... Excuse-moi, c'est compliqué parce que je n'ai pas noté de ma question. Au lieu d'avoir cette crainte de dire, ok, en fait, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, et puis votre argument au côté PS, c'est de dire, en fait, ça va contraindre de plus en plus le Conseil fédéral, c'est ces 10%, donc en fait, ils vont se mettre à s'intéresser au coût. Mais pas du tout, peut-être qu'ils peuvent en avoir rien à faire. Et puis déshabiller Paul, habiller Jacques, couper dans le budget de, je sais pas, prenons l'UDC, les idées du DC, c'est de couper dans l'aide au développement, par exemple, pour financer ça, des choses dans ce goût-là. Bref, la question c'est, pourquoi pour vous, cette option du double oui, elle n'est pas bonne? Ou peut-être qu'elle est bonne d'ailleurs, en fait. Merci. C'est un sujet qu'on a débattu au congrès du PS, où la position du comité directeur du PS suisse voulait justement proposer un double oui, en disant c'est quand même un peu difficile de dire on veut baisser les primes, mais on est contre un frein au coût. Et je l'entends, et moi mon souci principal, c'est juste qu'un frein au coût et du coup une limitation de la prise en charge par l'assurance obligatoire, telle qu'elle est proposée par l'initiative, avec les majorités actuelles au Parlement et au Conseil fédéral, j'ai de la peine à croire que le résultat de ça va être une baisse des coûts qui sont les plus importants et qui sont les plus problématiques actuellement dans le système de santé. Et j'ai peur, très honnêtement, j'ai peur que si d'un coup l'initiative pour le frein au coût elle passe, et ben le résultat là-dessus, puisque tout le monde est d'accord qu'on a un problème de coût, vraiment, que le résultat de ça, ce sera pas justement une baisse du service, une baisse du service à la personne, baisse des soins, comme ça a été rationnellement, et puis comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et le souci avec ça, c'est que ça touche pas tout le monde de la même manière. Parce que les personnes les plus riches, les personnes de la classe moyenne, etc., elles pourront toujours se permettre d'avoir... Enfin, la classe moyenne, maintenant, c'est même encore un peu... Enfin, c'est de plus en plus difficile, puisque le pouvoir d'achat même de la classe moyenne est en train de baisser, parce que les salaires de la classe moyenne sont en train de stagner, et c'est un problème un peu... Enfin, pas inédit, mais genre, ça fait quand même des années qu'on l'a pas vu. Et du coup, j'ai de la peine à croire que ça va vraiment aider, ou ça va vraiment pousser la population, enfin le Parlement ou le Conseil fédéral, à prendre des mesures qui puissent vraiment faire baisser les primes. Puisque dans l'initiative pour le frein au coût, il n'y a rien qui dit que ça va baisser les primes. On veut baisser les coûts, ok, mais qu'est-ce qui dit que ça va faire baisser les primes? Puisque actuellement, on a et ça c'est même l'OFSP, l'Office fédéral de la santé, qui le dit, c'est qu'on pourrait faire des économies si les prestataires de la santé répercutaient les hausses de productivité des appareils médicaux sur les primes. Actuellement, plus on a un appareil médical qui est efficace, et plus on gagne du temps, et ça veut dire que ça nous coûte moins cher. Pourtant, ce truc de ça nous coûte moins cher n'est pas répertorié dans les primes. On n'a pas de déplacement, finalement, de la charge en accord vraiment avec les services qui sont faits. Et je ne trouverais pas cette situation catastrophique, parce que je trouve que le plus important, c'est de soulager la population, et que ça passe par
un financement solidaire, ça passe par un plafonnement des primes en fonction du revenu. Un frein au coût, c'est quelque chose de nécessaire. Si tout d'un coup, les majorités devaient changer, ou tout d'un coup, si le Parlement devait être un petit peu plus en lien et respecter les intentions de la population ou les intérêts de la population, et tout d'un coup on se dirait peut-être il faudrait vraiment discuter de la concurrence du cartel, des assurances maladie, peut-être qu'il faudrait vraiment parler des génériques, etc. Là, ok, ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Mais j'ai de la peine à y croire, encore une fois, vu les majorités actuelles. Pour moi, je suis convaincue aussi que ces deux initiatives en double oui, ce serait bien parce que les deux initiatives sont complémentaires en fait. Donc, avec les primes, si on baisse les primes, c'est juste pour répondre et avec une réflexion plus pragmatique. Donc, si aujourd'hui on devait baisser les primes et en même temps on réussit à faire baisser les coûts, les deux en même temps seraient vraiment complémentaires et ce serait génial pour la population parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire que oui, je suis partisane de cette initiative parce que c'est mon parti et que je suis convaincue de ça, mais c'est vraiment de se mettre à la place de la population et de dire qu'aujourd'hui, la population en a marre, n'en peut plus, paye trop. Et c'est aussi de réfléchir et de dire comment on fait pour soulager la population. Quand on discute avec des personnes qui sont vraiment, concernées, le plus important aujourd'hui, c'est de dire voilà, vous payez, vous avez plus de subsides, donc moins de primes. Vous payez moins de primes, mais vous pouvez vous soigner et que les coûts diminuent et que certainement, quand j'ai mon budget à la fin du mois, que je ne me dise pas « Ah ouais, j'ai cette facture maladie qui je peux pas payer » ou alors se retrouver aux poursuites parce que j'arrive pas à payer les primes maladie. Donc, ces deux initiatives, pourquoi pas, elles sont complémentaires finalement. C'est ce que je disais, c'est que l'initiative du PS, rien qu'en diminuant les primes, elle n'attaque pas le problème à la racine, mais en attaquant le problème à la racine, donc on diminue les coûts et on accorde aussi un peu plus de primes, ça se complète et puis les gens peuvent être soulagés. Alors, tout d'abord, je vous remercie toutes les deux. Franchement, c'est de très bonnes initiatives. Alors là, ma question, c'est de savoir au niveau du centre, donc votre initiative, vous parlez de réduction des coûts. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris, mais je ne vois pas concrètement, en fait, quand vous parlez de frein de coûts. Par contre, par exemple, le Parti socialiste, donc, et ils disent, ce qu'ils proposent, c'est 10%, donc de limiter les primes d'assurance maladie à 10% du salaire. Là, c'est quelque chose de concret. On sort tout de suite, on va dans la rue, on dit, alors, à partir de demain, l'assurance maladie, c'est 10% du salaire, tout le monde comprend, tout le monde est sûr, on dit c'est quelque chose de concret. Par contre, vous parlez de réduction, de maîtrise des coûts. Maîtrise des coûts. Disons, comme l'a dit beaucoup de personnes ici, je ne pense pas que le médecin généraliste il va accepter de diminuer son salaire. Donc, soit c'est sur, c'est sur les salaires des autres qui sont là, donc des infirmiers et tout, ou alors, en même temps, quand vous dites, comment on appelle ça, qu'il y a une possibilité, parce que j'ai tout le temps entendu, vous avez dit il faut traiter le problématique à la racine. Diminuer les coûts. Avec la vie d'aujourd'hui, donc il y a le monde de la santé qui évolue, avec des technologies de chaque semaine, des nouvelles technologies de chaque semaine, plus la machine, plus l'appareil qui est là, l'appareil, disons, de l'IRM, plus elle est coûtée, plus elle est rapide et frais, mais c'est dans nos poches. Donc, est-ce que vous pouvez me dire concrètement, en fait, sur quelle partie on va toucher pour qu'il y ait cette diminution des coûts, s'il vous plaît? Merci pour la question très pertinente. Et en fait, plusieurs choses. Il faut se dire qu'aujourd'hui, que ce soit avec l'initiative du centre ou alors l'initiative du PS, un généraliste, quelqu'un qui gagne, je ne sais pas,
500 000 ou 600 000 par année, le médecin, son salaire ne va pas fondamentalement diminuer, que ce soit avec l'initiative 10% ou pas, ou la nôtre. Donc ça, c'est un fait. Et maintenant, quand je parle de maîtrise des coûts, je vais prendre 2 cas. Disons, aujourd'hui, pour une prise de sang, en Suisse, ça coûte, j'ai pas les montants en tête, mais ça coûte à peu près 476 francs, disons. Et alors qu'on va en France, c'est dans les 200 francs. Pourquoi cette différence? Donc aujourd'hui, on dit, ça c'est vraiment un cas pour un peu illustrer cette maîtrise des coûts, c'est de dire aujourd'hui, voilà, on a cette prise de sang, quand on fait, il faudrait qu'on s'aligne au même niveau, justement. Pourquoi en Suisse, ça coûterait plus cher? Autre chose, pourquoi quand on va chez le médecin et qu'on nous prescrit une ordonnance, je ne sais pas, le Dafalgan, disons déjà le simple cas du Dafalgan qui coûte, je crois, 2 fois plus cher en Suisse qu'à l'étranger, donc c'est pas acceptable, par exemple. Donc on dit aujourd'hui, si on a, disons, 2 médicaments qui peuvent soigner un mal, et qu'il y en a un qui coûte moins cher, qu'on privilégie ce médicament-là. Une chose. Et d'autre part aussi, c'est pour ça que, enfin, au risque de me répéter, il faudrait que les acteurs de la santé soient responsables, qu'ils aient cette charge, en fait, cette responsabilité de dire aujourd'hui, je vais passer un IRM en Autriche, ça coûte 2 fois moins cher que de la passer en Suisse. On doit s'aligner parce que si les coûts augmentent, donc si le salaire augmente de 1%, les coûts, donc on ne doit pas dépenser plus de 1,2% du salaire. Donc, il aura quand même cette pression, d'où l'autorégulation. Cette autorégulation a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines. Donc, de se dire que, voilà, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire comment gérer ma petite entreprise et donc, je fais tout pour ne pas aller au-delà des seuils. Et donc, si je vois que j'ai trop facturé, quand il y a, je ne sais pas si j'invente un truc, il crée un organisme qui vient contrôler, par exemple, un médecin qui facture et qui passe en revue l'ordonnance, et il va se dire, ah ben là, typiquement dans mon cas, pourquoi vous avez facturé ça 2 fois, ce traitement-là, ça sert à quoi, pourquoi ce service? Et donc, il va devoir se justifier. Donc, il aura cette pression. Donc, c'est d'abord dans son secteur qu'il sera contrôlé et donc, il sera obligé de faire les choses correctement et de penser d'abord à l'intérêt du patient que à son propre intérêt à lui-même. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui et non. Bon, moi, je sais pas. Alors, moi, j'ai aussi lu les choses que le centre propose dans la réduction des coûts. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on introduise ce dossier électronique pour les patientes. Il y a aussi plein d'autres choses qu'on pourrait introduire pour réduire les coûts de façon très concrète. Et tu as parlé des soins à l'étranger. C'est vrai que si on introduisait le remboursement des soins à l'étranger, ça pourrait pousser justement les assurances actuelles et les prix actuels en Suisse qui sont beaucoup trop hauts vers le bas pour profiter à la population. Et pour l'instant, ça, c'est pas le cas. Alors après, les choses, et puis alors il y a les choses que l'OFSP dit qu'il faudrait améliorer, les choses toutes simples, enfin toutes simples, je sais pas, mais elle dit qu'il y a trop de tests, qu'il y a des examens qui sont superflus, parce que ça rapporte de l'argent de faire des examens et qui sont ensuite remboursés par l'assurance maladie. Il y a aussi trop de traitements stationnaires pour des choses qu'on aurait pu guérir à la maison ou bien guérir enfin, les pharmacies, elles sont pas assez valorisées. Les pharmaciens ne sont pas assez valorisés aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait, alors qu'ils sont vachement moins chers qu'un médecin spécialiste. On fait pas assez de prévention. On fait pas assez d'information par rapport à la santé. Et si on prenait vraiment la santé comme quelque chose qui est là, enfin comme encore une fois, hein, je me répète aussi, mais comme une richesse et comme quelque chose qui nous apporte quelque chose à la population, et ben si on faisait plus de prévention, justement, si on aurait ce renforcement finalement des besoins de base et de la maladie, de la médecine de base, et ben ça pourrait nous bénéficier à tous. On a actuellement beaucoup d'intransparence du fait que les caisses maladies, elles sont pas obligées de tout déclarer et que les médecins aussi peuvent facturer des trucs qui n'ont pas été faits, comme tu l'as dit avant. Ça reste un énorme problème dans le sens qu'il y a de la surfacturation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a un scandale qui est sorti parce qu'il y avait un médecin dans un cabinet qui travaillait 26 heures par jour
je sais pas, c'est un chiffre qui m'avait frappé, alors que cette personne qui travaillait en médecine, elle facturait 26 heures par jour, alors qu'elle pouvait pas travailler 26 heures par jour, mais ça montrait que il y a cette surfacturisation. Il y a aussi trop peu actuellement de régionalisme, il y a trop peu de coordination entre les cantons, entre les régions aussi, qui fait qu'on a de la concurrence entre les cantons. Les hôpitaux peuvent fixer leur prix tout seuls actuellement. Et du coup, on a aussi cette augmentation des coûts par les cantons. Et ça, c'est un peu tous des petits trucs. Maintenant, il y a aussi la question des médicaments. Tu l'as dit, mais si on rendait obligatoire les génériques, on ferait baisser les coûts, mais de façon spectaculaire. Pour les médicaments, vous savez à quel point c'est moins cher d'aller acheter des médicaments en France plutôt qu'en Suisse. C'est une réalité pour tout le monde. Et puis après, bien sûr, il y a la question de la concurrence, de la pseudo-concurrence entre les assurances maladie, où en fait tout le monde se dispute des nouveaux assurés à chaque automne. Et en fait, ça, c'est des coûts administratifs qui sont énormes, parce que les assurances bénéficient de ça et du coup se font de l'argent avec les nouveaux assurés, mais ça leur coûte quand même quelque chose d'avoir des nouveaux clients, de gérer toutes ces personnes, des coûts qui sont ensuite répertoriés dans les primes. Et ça, c'est un peu, c'est pas des petites mesures, c'est des trucs assez fondamentaux, mais pourtant qu'on n'a jamais réussi à faire passer au Parlement jusqu'à présent, parce que les majorités, elles sont pas forcément du côté de la population, malheureusement. Alors, j'avais une question. En fait, c'est par rapport à la répartition d'une somme qui est disponible, qui a été collectée par ces assurances. En fait, elle est répartie dans le système privé, médecin, etc., le système public. Et puis, c'est un peu comme si on avait une part de gâteau chacun reçoit une petite part de ce gâteau. Et en fait, ce que je dis, c'est un peu basé sur le principe de la physique. C'est comme quand vous mettez dans un volume d'air un certain nombre de molécules de gaz. En fait, les molécules vont toujours utiliser tout l'espace à disposition. Et par définition, quand vous récoltez de l'argent sur les primes maladie, en fait, par définition, vous allez récolter chez tout le monde une grande somme d'argent. Et puis, tant qu'il y a de l'argent, les gens vont s'arranger pour la répartir et jamais pour essayer de la réduire. Donc, par définition, je vous rappelle aussi que le Commonwealth n'a jamais fait autant de règlements et autant de frais d'administration que 5 ans après que toute activité du Commonwealth avait cessé. Ce qui veut bien dire que quand vous avez un système qui s'auto-alimente, qui s'autogère, mais très mal, parce qu'en fait, il n'y a pas de système de régulation dans le système. Et ce que vous appelez une autorégulation, ce n'est pas une régulation. Si vous avez fait de la régulation, il faut qu'il y ait un couplage entre l'entrée et la sortie. Il n'y a pas de couplage. Donc ça veut dire que le système n'est pas régulé. Et même si vous mettez une limitation sur les coûts, vous n'arriverez pas à impliquer qu'il y aura une diminution sur les primes. Donc, par définition, le seul moyen d'agir, c'est de pouvoir déjà dire on passe la patate chaude au Conseil fédéral en disant on prend par exemple cette initiative socialiste et on peut maintenant se dire est-ce que ce ne serait pas ça la meilleure solution, leur dire écoutez, vous n'avez pas jusqu'à maintenant réussi à vous arranger, ça fait 20 ans qu'on parle de ces assurances maladie. Moi déjà, dans les années 90, j'ai déjà commencé à voter, puis j'étais déjà estomaqué, on disait il faut réduire les coûts et ça n'a pas arrêté, c'est 5%, 4%. Et puis en fait, on est tout d'un coup 30 ans, 40 ans après à se dire mais en fait, le système, il est en emballement. Il est en emballement auto-alimenté et donc la poire, elle continue de grandir, grandir, grandir. Et puis le gâteau, en fait, il se répartit sur d'autant plus de gens qui prennent des parts gigantesques. Donc ma question, c'est est-ce que quand on fait un vote ici pour l'initiative socialiste, est-ce qu'on ne ferait pas justement le bon calcul qui est de dire maintenant on met la responsabilité dans ceux qui ont la charge de définir politiquement comment ils vont devoir financer ça, et puis ils vont devoir résoudre leurs problèmes parce que tout d'un coup, ils vont devoir faire pression effectivement sur les prix parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas augmenter les impôts in aeternum. Donc on a un moyen d'avoir une contre-réaction dans ce cas-là, de pouvoir boucler en fait directement entre les entrées et les sorties, ce qui fait que le Conseil fédéral, avec tous les lobbyistes qui sont derrière, ils seront bien obligés de négocier et d'arriver à un accord. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe? Vous adressez la question. Ah, ok. Du coup, tu veux répondre en premier ou Ouais, moi je suis complètement d'accord dans le sens que c'est vrai.
Le système, enfin, alors l'assurance maladie, elle est obligatoire depuis 1996. Et depuis 1996, les coûts, ils ont fait que augmenter, les primes, elles ont fait que augmenter. La concurrence, elle a fait que diminuer, dans le sens que on a l'impression qu'on peut décider quoi que ce soit, mais enfin, je veux dire, c'est pas le cas. Et du coup, moi, je pense que c'est hyper important de définir des limites claires. Alors moi, je suis pas du tout fan de l'autorégulation parce qu'on voit ce que ça fait au niveau des marchés financiers, on voit ce que ça fait. Enfin, on parle de concurrence. On n'est pas, en fait, les personnes, on n'est pas des acteurs. Enfin, on n'est pas des gens, on n'est pas des porte-monnaies ambulants. On est des gens. Et puis on est des gens qu'on doit soigner. Et puis c'est quelque chose de bien si on est en bonne santé. Et du coup, je pense que on doit permettre ça de façon générale. Et vous dites, pardon, au niveau, enfin, de ce système, de l'argent qu'on est censé répartir. Alors encore une fois, hein, ce truc avec la loi de Baumol, je pense que les coûts de la santé vont continuer à augmenter. Mais que les coûts de la santé, mais on parle des coûts de la santé comme quelque chose de tout en négatif. Moi, je pense pas que c'est quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a une partie qui est négative parce qu'elle est inutile. Il y a une partie des coûts de la santé qui, enfin, moi, ce que ça m'a fait penser, ce que vous avez dit, c'est que c'est vrai que cet argent des primes, on prend, tout le monde paye les mêmes primes. Par contre, pas tout le monde bénéficie des mêmes services. Parce que le prix de la prime vient aussi en partie des services qui sont disposés, non, je ne trouve pas le mot, qui sont fournis, voilà, par les caisses d'assurance maladie privée, par la médecine privée, par les médecins indépendants qui font de la médecine de luxe. Et par contre, tout le monde en paye le prix. Et puis, cette médecine de luxe-là, c'est les choses qui sont le plus rentables parce que les gens, ils sont là, ils peuvent se le payer. Enfin, c'est des trucs fancy, etc. Par contre, c'est nous qui devons en payer le prix. Et puis après, le résultat de ça, c'est que les personnes qui ont le moins d'argent ne peuvent même plus se payer les services de base. Alors, c'est clair. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une régulation assez claire. Je pense qu'il y a besoin qu'on mette un stop hyper clair par rapport au pouvoir des caisses maladie. Je pense qu'on a besoin d'une caisse maladie unique et publique qui soit financée de manière solidaire, ça veut dire collective, en fonction de notre revenu, comme ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a besoin de revaloriser les soins de base, on a besoin de rembourser des soins de base comme la contraception, comme les soins dentaires. Ça, c'est des choses dont les gens ont réellement besoin, et ça, on a besoin de le revaloriser, la prévention, etc. Et puis voilà, enfin, ouais, je pense que c'est ça un peu le futur. Ça doit être le futur de la santé, parce que sinon, on fonce droit dans le mur. Ou on fonce vers un système de santé à deux vitesses. Et c'est inquiétant, parce qu'actuellement, on en discute beaucoup. Hein. Il y a le PLR qui a fait cette proposition, justement, aussi avec ce... c'est sorti, je crois, l'automne passé, je ne saurais même plus vous expliquer exactement, mais qui disait qu'il y a des services pour une partie de la population qui a un certain revenu et d'autres services pour la population qui a moins de revenus. Et c'est un peu genre... enfin, vous foutez de la gueule de qui, quoi. Donc voilà, bon, c'est mon avis. En fait, l'initiative, concrètement, on a vu aujourd'hui que les politiques, ça fait un moment où ils ont la liberté de réguler, de gérer, de contrôler les coûts, mais il n'y a rien qui s'est fait. Donc, l'assurance, donc on leur laisse encore aujourd'hui les moyens, ou alors qu'on leur dise, vous pouvez de nouveau contrôler. Pour moi, c'est un non-sens, et puis ça ne servirait strictement à rien, parce qu'on a vu pendant toutes ces années où ils avaient le pouvoir, la maîtrise de faire quelque chose, mais ils n'ont pas du tout réagi. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore avoir confiance en ces personnes qui n'ont rien fait aujourd'hui? Donc pour moi, l'initiative du PS telle qu'elle est présentée, et de se dire, voilà, on laisse de nouveau le Conseil fédéral ou les politiques à Berne de résoudre cette problématique. À un moment donné, on va de nouveau arriver à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette augmentation des coûts, et puis aussi le financement. Comment est-ce qu'il se fait? Ça passera par l'augmentation des impôts, et c'est la classe moyenne, en fait, qui sera noyée par les impôts. Et ça se voit, l'expérience, toutes ces années, on a vu qu'à chaque fois qu'on a augmenté les impôts, c'est vraiment la classe moyenne. C'est même pas les personnes visées qui subissent, ou ils sont même pas touchés par ça. C'est vraiment la classe moyenne. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de dire on veut soulager une grande majorité de la population, y compris la classe moyenne aussi. Donc, pas simplement les personnes qui sont déjà en forte difficulté financière, mais aussi la classe moyenne qui participe déjà beaucoup au paiement des impôts. Donc, le contre-projet, pourquoi pas?
Mais l'initiative telle que présentée, j'ai des doutes. Je vous remercie à toutes les deux et je remercie aussi le public très participatif. Il y a un petit apéritif, je crois, de l'autre côté, donc vous êtes encore les bienvenus pour échanger de manière plus informelle. Et voilà, on va clore ce débat ainsi. Merci beaucoup Mathilde Mottet et Faustine Sala d'être venues, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux nombreuses questions.